Je vais vous parler d'une période où on pouvait impunément massacrer, violer et tuer les Noirs. Évidemment, je vais vous parler de... La France du siècle, là. Entre novembre 1884 et février 1885, les puissances européennes décident de se partager l'Afrique, sans consulter ces derniers évidemment. À la suite de ça, l'Allemagne, qui est au fait de sa puissance, mais qui lui manque une chose essentielle pour être un État moderne, c'est-à-dire une colonie, hérite de la Namibie. Enfin, récupère la Namibie. La Namibie est une terre qui a été découverte 4 siècles plus tôt par les marins portugais et qui a été laissée en paix depuis. Ce pays, qui est surtout désertique, on va s'intéresser à deux peuples dedans, qui sont les Nama et les Herero, ces deux peuples semi-nomades, qui vivent surtout de l'élevage, qui ont été christianisés dans le courant du XVIIIe siècle. Le marchand, qui s'appelle Luderitz, va débarquer dans cette colonie et va décider de l'offrir au Kaiser, Bismarck, et va décréter que cette terre sera terre allemande. Ils vont appeler ça le sud-ouest africain allemand. Le premier gouverneur de la colonie est Heinrich Göring, vétéran de la guerre de 1870 et qui sera également le père de Hermann Göring, aviateur pour la Première mondiale et accessoirement dauphin d'Hitler durant le deuxième conflit mondial. Quand Heinrich Göring débarque en Namibie, lui et ses soldats en uniforme font très peu d'effet. Les Lama et les Herero sont en train de se foutre sur la gueule pour un conflit lié au partage de terre. Donc dès qui débarquent, ils s'en battent un petit peu les couilles. À la suite d'une des batailles auxquelles Heinrich et ses hommes assistent, Göring soigne un chef Herero qui était blessé. À la suite de ça, il va signer un traité d'amitié et protection avec ce chef Herero. Bon, enfin, amitié et protection, bon, ça pour dire qu'il sent pareil que le mec il a juste pigeonné. Il va continuer à acheter comme ça divers clans Nama et Herero avec des cadeaux de l'alcool parce que Göring, l'alcool, il aime ça. Il aime beaucoup ça. C'est-à-dire le buter ça. Là où ça coince, c'est avec un chef Nama, Hendrik Witbooi, qui est le chef du clan Witbooi. Hendrik Witbooi est un très fin lettré, il est polyglotte, il a une correspondance à travers le monde entier, il lit la presse britannique, il lit la presse du Cap. Bref, c'est quand même pas le dernier des crétins dans le coin. Il a signé un traité de protection et d'amitié avec les Allemands, sauf que rendant compte à quel point est-ce que ça pigeonnait, il a juste brûlé et a poliment renvoyé les cendres. Heinrich Göring est rapidement renvoyé à la mère patrie du fait de son alcoolisme et de son incompétence. Il écoulera des jours heureux en Allemagne pour la base. Heinrich Göring sera remplacé par Kurt von François. C'est une personne issue d'une famille d'officiers prussiens qui a déjà sévi au Togo et au Congo-Belge sous les ordres de Sa Majesté Léopold II. Il débarque avec son frère Hugo qui est architecte, ils vont fonder la ville de Windhoek avec en son centre le fort Wilhelm, évidemment nommé en hommage au Kaiser. Il débarque avec l'idée de vouloir mettre de l'ordre dans la colonie, c'est-à-dire en gros soumettre définitivement tous les clans, Nama et Herero. Sauf qu'il y a toujours le même problème, c'est que ça bloque avec Witbooi qui, lui, les traités d'amitié et de protection, il s'en bat complètement les couilles. Donc forcément, il ne les signe pas. Kurt von François réussit à signer un traité d'amitié et de protection avec un des plus grands chefs Herero, Samuel Marrero. Alors, signé, c'est ce que disent les documents officiels, parce que concrètement, Samuel Marrero est alcoolique, on pense qu'il a juste chopé, qu'ils ont picolé ensemble, qu'ils étaient arrêtés de bourrer, que Samuel Marrero a dû renverser de l'encre sur le traité, mais pour les cheveux, ça passait, donc voilà. Le 12 avril 1897, ça change la donne. Les Allemands, accompagnés de 200 hommes fraîchement débarqués à la mère patrie, débarquent dans un camp Nama et commencent tout simplement à massacrer tout le monde. Hendrik Witbooi essaie simplement avec ses guerriers d'attirer les Allemands en dehors du campement, sauf que ça foire. Et les Allemands restent sur place à massacrer tous les civils, au sabre pour les plus grands et à les fracasser contre des rochers pour les plus petits. Ça coûte moins cher en cartouche. C'est le massacre de Huronkrantz. Hendrik Witbooi y a perdu plusieurs de ses fils, et une de ses filles est capturée et est emmenée au fort Wilhelm, où elle sera laissée aux soldats de la garnison avec d'autres femmes Nama capturées. Histoire d'en rajouter une couche, à la même année, une épidémie de peste bovine ravage les troupeaux des Nama et des Herero, comme quoi malheur ne vient jamais seul. À la suite de ce massacre, von François est rappelé à la métropole parce que ça a choqué les SPD et que sur le papier, ça fait pas terrible. Il est remplacé par von Leutwein qui, comme son prédécesseur, est toujours dans l'idée de soumettre Witbooi. Et ça marche toujours pas putain. En plus, les colons allemands ont pris toutes les bonnes terres, donc pour le soumettre, ça les fait ramer un tout petit peu. Là où ça va foutre le sbeul, c'est par le meurtre d'une fille de chef Herero à la suite d'une tentative de viol par un colon allemand. A la base, ce dernier devait être gracié, mais les Herero se mobilisent, et donc il écope de 3 ans de prison. Pour meurtre. Sauf que là, c'était le meurtre de trop. Ça fait écho à ce que se bouffent les Herero et Nama quotidiennement en lot de meurtres et de viols qui sont tout le temps impunis. Le 11 janvier 1904, Samuel Marrero avec une centaine de cavaliers lance des actions de guérilla en tuant des colons allemands qui ont violé ou qui ont tué ou qui ont fait les deux, parce qu'il faut varier les plaisirs. Ils en profitent également pour ravager une ligne de chemin de fer.
Les Allemands n'avaient quand même pas en resté là, donc là ils débarquent désormais avec 15 000 hommes de la métropole, avec à leur tête le général Lothar von Trotha. Lothar von Trotha, il n'est pas complètement inconnu, il a déjà réprimé la révolte des Boxers en Chine, il a également fait d'autres répressions en Afrique de l'Est, et il a le doux surnom du requin. Il débarque en juin 1904 à Swakopmund, avec un Pharnix... Ah putain, mort, ça, je vais galérer comme un porc, avec dans sa poche un ordre d'extermination totale. Je vais vous le dire en allemand, mais c'est vraiment un putain de prononçable. En août de la même année, dans le nord-est du pays, proche des airs du Kalahari, il décide d'attaquer à 4h du matin un campement de héros à la mitraille et au shrapnel. Ils se mettent à les canarder, ils tirent sur toutes les tentes, mais les héros, par la gentillesse des Allemands, ont une seule issue, le désert. Sauf que Lothar von Trotha a pris soin avant d'empoisonner toutes les sources d'eau et de mettre des sentinelles à toutes les entrées du désert. Ce qui fait que pour les héros, ils ont le choix. Soit de mourir sur place, soit de mourir de soif, soit de mourir exécuté par les sentinelles. Le choix, quoi. Le problème pour von Trotha, c'est que ça s'ébruite. Les Britanniques ont entendu parler de ce massacre, ça les choque, la gauche allemande est choquée aussi, l'église allemande est choquée aussi, du coup, il est renvoyé en métropole et il est remplacé par von Lindequist. Avec von Lindequist, les tueries contre les héros continuent. Les nomades sont pas en reste, ils savent parfaitement que eux, après les héros, ce sont les prochains sur la liste. Du coup, Wittbold lance ses guerriers avec des héros restants et continue de faire des actions de guérilla contre les Allemands. Ils ont comme avantage d'être extrêmement légers, d'être mobiles et bien connaître le terrain, contrairement aux Allemands qui eux, fatalement galèrent un peu comme des porcs. Fin 1904, Henry Wittboy est tué dans un raid. Et là, ça va être complètement la merde pour les Nama. Ils vont enchaîner défaite sur défaite à la suite de la mort de Wittboy. Les massacres contre les héros s'arrêtent à partir de janvier 1905, car tout simplement, les colons allemands n'ont plus de main d'œuvre. Désormais, les Allemands ont comme idée de créer des camps de concentration afin que les héros servent à la construction du chemin de fer. Ces camps de concentration, en fait, ils sont mobiles. Tout simplement, ils suivent le chantier de construction. Les héros sont à peine nourris, ils ont environ, comme ration quotidienne, une poignée de riz cru, avec un peu de farine s'ils ont de la chance. Ceux qui meurent sur place sont enterrés par leurs congénères directs qui doivent creuser à main nue la tombe, plus également les coups qui sont courants. Au large de la ville de Luderitz, il y a une île qu'on appelle Shark Island. Les Allemands ont une autre idée aussi pour les héros qui restent, c'est de les installer là-bas. Dans le camp de Shark Island, les prisonniers sont surtout des prisonnières. Leur tâche principale consiste tout simplement, une fois que les hommes sont tués, en général des proches, c'est-à-dire leurs parents, leur père, leur fils, de récupérer le crâne, de le faire bouillir, d'enlever la langue et les yeux et de racler la chair. Pourquoi une activité aussi ludique? À l'époque, l'Europe est obsédée par la hiérarchie des races, où évidemment la race blanche est la race supérieure. Les Allemands sont les plus obsédés là-dessus, et se servent des crânes de noirs sur lesquels ils font un nombre incalculable de mesures afin de démontrer la supériorité raciale des blancs sur les noirs. En plus de ça, le quotidien à Shark Island consiste aussi en des viols en série et à des passages à tabac fréquents. Sur 3500 personnes qui seront prisonnières à Shark Island, moins de 200 en survivront. Depuis 1907, tous les individus de plus de 7 ans ont un jeton en cuir avec leur numéro, ce qui permet de mieux les tracer. Au total, 80% des héros et 50% des Namas ont été exterminés. Durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques qui colonisent l'Afrique du Sud voisine entrent très facilement dans la colonie. Il faut dire qu'il n'y a plus d'armée, il y a juste de la police pour notamment encadrer les Namas et les héros restants qui eux servent de main d'œuvre dans les champs et dans les mines notamment. En 1917, un major, juge de profession du nom de Thomas O'Reilly, qui est aussi accessoirement un militant contre la colonisation et plutôt en faveur des droits des Noirs, va être dépêché sur place afin d'enquêter sur les atrocités commises par les Allemands. Il va recueillir 70 témoignages, en garder que 49, et va pondre un Blue Book, c'est-à-dire un document officiel des services britanniques, de plus de 200 pages. Thomas O'Reilly était également accompagné de Samuel Carito, un héros survivant de Shark Island. Du fait de son engagement anti-colonisation, Thomas O'Reilly mourra officiellement de la grippe espagnole en 1919. Autant vous dire qu'on est plutôt certain que c'est juste des policiers du Cap qui lui ont sérieusement foutu sur la gueule. Le Blue Book de Thomas O'Reilly sera utilisé au traité de Versailles et ce sera mis en lien avec des atrocités que les Allemands ont commis en Belgique et dans le nord de la France durant la Première Guerre mondiale, pour montrer que le Deuxième Reich n'était pas Charlie du tout. Ce Blue Book sera banni par les Britanniques en 1926, de peur que ça file quelques mauvaises idées aux populations colonisées. Actuellement, les lignes de chemin de fer qui ont été posées durant l'extermination des héros sont toujours en fonction. Shark Island actuellement est un camping pour touristes, sur lequel il y a une énorme plaque qui fait hommage à l'armée allemande, et en face de laquelle une stèle a été posée que très récemment, par deux descendants du chef Nama Cornelius Fredericks. Pour tous les crânes qui ont été renvoyés en Allemagne, les Namibiens ont pu avoir gain de cause et le rapatriement des crânes a commencé en 2011. A ce jour, aucune étude officielle a été faite par l'État allemand pour le génocide des populations Nama et Herero. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. Bisous.